Bonjour, bienvenue sur Histomène, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui vous propose dans cette playlist médecine, art et société un sujet d'actualité puisque nous allons effectuer l'autopsie du tableau intitulé « Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa » du peintre Antoine-Jean Gros. Cette grande huile sur toile de plus de 5 mètres sur 7, exécutée en 1804, est exposée au musée du Louvre dans la salle Mollien, entre l'officier de chasseur à cheval de la garde impériale Chargeant, de Théodore Géricault, et le portrait de Joachim Murat, de Gros. On retrouve aussi dans cette salle le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, qui fera l'objet d'une autopsie ultérieure. L'analyse détaillée de la toile Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa impose tout d'abord un petit rappel historique. Cet épisode se situe pendant la campagne d'Égypte, qui fut une expédition militaire, mais doublée d'une expédition scientifique menée par le général Bonaparte et ses successeurs, les généraux Kléber et Bon, de 1798 à 1801. En dehors des combats, comme celui de la bataille des Pyramides, qui se déroule sous nos yeux, grâce au peintre Lejeune, de nombreuses affections morbides décimèrent les militaires, comme les civils. L'ophtalmie, la variole, la dysenterie, le tétanos, la lèpre, le paludisme, mais la plus meurtrière de toutes fut certainement la peste. Le fléau de Dieu avait disparu de France depuis la terrible épidémie de Marseille en 1720, représentée sur cette toile, mais les médecins de l'expédition savaient qu'ils la croiseraient sur leur chemin, à commencer par Desgenette, le médecin en chef de cette expédition. Ce dernier écrivit dans son Histoire médicale de l'armée d'Orient « La peste est endémique dans l'Égypte inférieure et le long des côtes de Syrie, puisqu'elle y règne depuis des siècles. Il aurait pu écrire des millénaires, puisque la 10e plaie d'Égypte était la peste. » La troupe et les médecins allaient de fait découvrir cette maladie dès leur débarquement à Alexandrie. Ils en ignoraient tout, en dehors de la clinique évocatrice, avec les célèbres bubons, et notamment ils en ignoraient la cause et bien sûr le traitement. Je vous rappelle que c'est le Suisse Alexandre Yersin qui découvrira en Annam l'agent pathogène de la peste en 1894 et le médecin militaire français Paul-Louis Simon le rôle des puces comme agent de transmission du rat à l'homme en 1897. Ce fut toutefois surtout lors de l'expédition de Syrie que cette maladie redoutable, avec près d'un tiers de mortalité, entraîna le plus de victimes, participant d'ailleurs à la défaite devant Saint-Jean d'Acre. Le 9 mars 1799, au lendemain de la prise de la ville de Jaffa, les blessés furent évacués des ambulances mobiles vers les hôpitaux sédentaires, où se trouvait Larrey, le chirurgien en chef de l'expédition, qui relata les faits dans un livre. Nous trouvâmes, le citoyen Saint-Ours, chirurgien-major de la 32e demi-brigade et moi, des tumeurs bleuâtres aux aines sur les cadavres de ces individus et, à quelques-uns, des pétéchies gangréneuses, ce qui nous fit croire à l'existence d'une fièvre pestilentielle. Le premier cas, le patient zéro, comme on dit maintenant, semble avoir été le grenadier Roubion, pour lequel, 2 jours avant l'assaut, le chirurgien Saint-Ours avait noté « Le tronc et les extrémités supérieures étaient couverts de taches livides. Il avait une tumeur molle sous l'aisselle droite. Il était couvert de pétéchis 1 demi-heure avant sa mort. » Dès lors, la maladie se propagea à la troupe, remplissant les hôpitaux, et elle accompagna Bonaparte dans sa marche vers Saint-Jean d'Acre. Conscient de la peur que cet ennemi invisible causait à ses hommes, Napoléon écrivit dans Campagne d'Égypte et de Syrie « La frayeur était dans l'armée. C'est dans ces circonstances particulières à la peste qu'elle est plus dangereuse pour les personnes qui la craignent. Ceux qui se laissèrent maîtriser par la peur en sont presque tous morts. » Cette remarque est étonnante, mais nous connaissons bien aujourd'hui l'incidence du moral sur le système immunitaire. Fort de cette remarque, la veille de lever le camp et afin de contester la contagiosité de la maladie et remonter le moral de ses troupes, Bonaparte décida alors de visiter les hôpitaux de Jaffa. Si certains placèrent cette visite au retour de Syrie, Desgenette, dessiné ici par Vivant Denon, que l'on ne peut taxer d'idolâtrie bonapartiste, en fit un récit précis et la situe bien le 11 mars. Le 21 Ventose, écrit-il, le général en chef parcourut les 2 hôpitaux, parla à presque tous les militaires et s'occupa plus d'1 heure et demie de tous les détails d'organisation.
se trouvant dans une chambre étroite et très encombrée, il aida à soulever le cadavre hideux d'un soldat dont les habits en lambeaux étaient souillés par l'ouverture d'un bubon abcédé. Chateaubriand, dont on connaît les relations houleuses avec Napoléon, contesta bien sûr la véracité de cette visite, citant Bourrienne, le secrétaire de Bonaparte, mais dont les mémoires avaient été écrites à l'encre de la rancœur. Cette visite du général en chef fut pourtant relatée par plusieurs témoins de bonne foi, comme le chef de bataillon Détroit, le trésorier Pérusse, le général Damas ou l'ordonnateur d'or. D'autres chroniqueurs rapportèrent ce qu'ils avaient entendu et déformèrent parfois la vérité. Ainsi s'écrit et se peint l'histoire, puisqu'une lettre de Geoffroy Saint-Hilaire, membre de cette expédition d'Égypte en tant que scientifique, que l'on voit autour du général en chef sur cette toile de Cognet, pourtant absent de Jaffa au moment des faits, semble avoir été à l'origine du tableau de Gros qui nous intéresse. Le naturaliste écrivit en effet à son père une lettre du Caire le 23 juin. Les officiers de santé, auxquels une action intrépide du général en chef communiqua un véritable enthousiasme, soignèrent les pestiférés avec dévouement. Cette visite de l'hôpital porta en tout cas ses fruits si l'on en croit Napoléon. Le résultat de tous ces moyens fut tel que l'armée resta persuadée que ce n'était pas la peste. Ce ne fut que quelques mois après qu'il fallut bien en convenir. L'armée, une fois en marche, les maladies cessèrent. Le tableau de Gros relate donc une visite bien réelle du général en chef dans l'hôpital de Jaffa, mais c'est son traitement que nous allons détailler qui pose question. Commençons par la genèse de cette œuvre, dont la commande faillit échapper à Gros, pourtant auteur quelques années plus tôt d'un Bonaparte au pont d'Arcole qui avait été très apprécié par l'intéressé. Car Vivant Denon, qui avait participé à la campagne d'Égypte, mais pas à celle de Syrie, membre de la commission des arts, et devenu entre-temps le directeur du Louvre, l'avait réservé à Pierre-Narcisse Guérin, un peintre néoclassique, membre de l'Institut et directeur de la Villa Médicis à Rome. Surtout l'auteur, pour rester dans notre campagne d'Égypte, de ce Bonaparte faisant grâce aux révoltés du Caire, peint en 1808. Le tableau des pestiférés fut finalement commandé à Gros, dont on voit ici le portrait qui se trouve au château de Versailles, par Bonaparte en personne, sans doute grâce à l'entremise de Joséphine, qui appréciait le peintre depuis l'Italie, où ce dernier avait été nommé à la tête de la commission chargée de sélectionner les œuvres d'art volées destinées à enrichir les collections du Fort Musée du Louvre. Cette commande à Gros de Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, qui sera suivie en 1806 par celle de la bataille d'Aboukir, qui se trouve au château de Versailles, et en 1808 par celle de Napoléon, sur le champ de bataille d'Eylau, conservé au musée du Louvre, venait donc en dédommagement du retrait de la commande du combat de Nazareth, autre épisode de la campagne d'Égypte, mais où s'illustra le général Junot, jugé moins opportun, et dont on voit ici l'esquisse. Cette bataille se déroula le 8 avril 1799. Junot, à la tête de 300 hommes, rencontra à Loubia une armée 10 fois supérieure en nombre et la battit, comme le montre cette toile de Taunet. Bonaparte proposa aussitôt un prix de 500 louis pour un tableau représentant cette bataille qui fut appelé combat de Nazareth, plus médiatique. Gros emporta le vote du jury et commença donc des esquisses au fusain. Il allait passer à l'exécution lorsque le premier consul fit réduire la dimension du tableau prévu à 8 mètres pour l'œuvre définitive, voulant éviter une trop grande publicité à Junot, dont les sentiments républicains étaient connus, du moins avant qu'il devienne duc d'Abrantès. C'est donc sur la toile inutilisée, mais sur laquelle on retrouve les dessins préparatoires au fusain, que Gros peignit alors notre Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa. À la demande de Denon, qui consulta Desgenette pour l'occasion, Gros esquissa alors un premier dessin, actuellement au cabinet des dessins du Louvre, puis il réalisa une ébauche actuellement au musée Isaac Delgado de la Nouvelle-Orléans, où l'on voit Bonaparte soulever un malade. Cette scène est donc plus conforme à la réalité, si l'on en croit Desgenette. Après d'importants changements, vraisemblablement suggérés par Denon, l'artiste fit une autre esquisse qui se trouve au musée Condé de Chantilly, qui s'éloigne des faits mais très proche du tableau définitif, et intitulée « Bonaparte, général en chef de l'armée d'Orient, touche une tumeur pestilentielle en visitant les pestiférés dans l'hôpital de Jaffa ». Le tableau définitif, peint dans la salle du Jeu de Paume, à Versailles, fut achevé en 6 mois pour le salon qui ouvrit ses portes le 18 septembre 1804, soit quelques semaines avant le sacre de Napoléon. Nous verrons l'importance de cette chronologie. Auparavant,
Gros l'aurait montré à un certain Allard, chirurgien à l'hospice Cochin, et à son maître David, l'auteur du sacre. Contrairement à l'ébauche qui se trouve au musée de la Nouvelle-Orléans, où la scène se déroulait dans une pièce fermée, tout se passe désormais dans une mosquée, dont on voit la cour et le minaret. Or, les récits des protagonistes de cette expédition signalent que les hôpitaux de Jaffa avaient été créés dans 2 couvents, dont le plus vaste, réservé aux blessés, était le couvent des Pères de la Terre Sainte, peut-être un bâtiment à l'image du monastère Saint-Nicolas de Jaffa, au sud de Tel Aviv. De plus, en arrière-plan du tableau de Gros, il y a des murailles de la ville, dont une tour présente une brèche, témoin des combats récents, tandis qu'un drapeau français flotte au-dessus de la fumée d'un incendie. Nous sommes donc en dehors de la ville, ce qui était rarement le cas des mosquées. L'officier de génie Manus, qui tomba malade de la peste à Jaffa et resta donc sur place, confirme d'ailleurs dans son récit que l'hôpital des pestiférés avait été installé dans un monastère grec, qui devait donc plutôt ressembler au monastère copte de Saint-Macaire dans le désert de Cété que l'on voit ici. Revenons donc à notre tableau définitif, qui reprend le même principe que le serment des Horaces de 1784 de Jacques-Louis David, également conservé au Louvre. On remarque en effet sur le tableau de Gros les 3 mêmes arcades que sur le serment des Horaces. Il en est de même pour les 3 groupes de personnages. À gauche, les fils prêtant serment, au milieu, le père levant les épées, et à droite, les femmes tristes. On retrouve ces 3 groupes de personnages sur le tableau de Gros. Commençons donc par celui de droite. Le premier personnage est un soldat atteint d'ophtalmie. Il était d'ailleurs déjà présent sur l'esquisse de la Nouvelle-Orléans. Ophtalmie est un terme générique pour désigner de nombreuses affections oculaires, du trachome à la conjonctivite, et notamment en Égypte liées au soleil et au khamsin, le vent nitreux du désert. Cette ophtalmie, qui fit l'objet d'un mémoire de Larrey, toucha jusqu'aux 2/3 de l'armée et fut la cause de nombreuses cécités. Le second personnage, manifestement malade, d'une pâleur inquiétante, représente un officier de santé sur les genoux duquel agonise un soldat. Gros aurait donné à ce médecin les traits de Pierre Masclet, chirurgien de première classe, jeune homme d'un rare mérite qui mourut de la peste victime de son zèle, pour citer Larrey, ami du peintre, et qui aurait voulu ainsi honorer la mémoire. Mais Masclet était déjà mort de la peste à Alexandrie au moment de la prise de Jaffa. Il peut aussi s'agir de Jean-François Saint-Ours, qui mourut à l'hôpital de Jaffa, comme chirurgien de première classe de la 32e demi-brigade, celle du soldat Roubion, le fameux patient zéro, et également celle du soldat représenté sur le tableau de Gros, avec ce bonnet affublé du chiffre 32, qui n'a rien de réglementaire. Il peut néanmoins s'agir aussi de l'un des 44 autres officiers de santé emportés par la maladie durant cette expédition et dont les noms figurent sur une plaque posée dans le cloître du Val-de-Grâce. Enfin, ce groupe comporte un soldat, presque entièrement nu, soutenu par un jeune arabe, en train de se faire inciser un bubon par un médecin habillé à l'orientale. En attendant l'ère des antibiotiques, le traitement ainsi proposé n'avait pas beaucoup évolué depuis le Moyen-Âge. Imitant l'ange soignant Saint-Roch, comme sur cette gravure sur bois allemande du XVe siècle, l'incision était le seul traitement proposé par les médecins de l'époque, sans efficacité d'ailleurs, si ce n'était calmer la douleur. Elle répondait néanmoins à l'évacuation des mauvaises humeurs, selon la théorie d'Hippocrate. Comme sur cette image représentant un médecin du lazaret de Marseille en 1819, les chirurgiens se protégeaient d'un masque de toile trempé dans du vinaigre sur le visage et d'une tunique de toile cirée ou de taffetas gommé passée à l'eau vinaigrée. Ils portaient également des sandales ou des sabots vernissés avec de l'essence de térébenthine ou un vernis à l'esprit de vin. Comme au Moyen-Âge, ils faisaient suppurer des bubons avec des cataplasmes en mâchouillant un morceau de quinquina ou de cannelle, puis les ouvraient avec dextérité et vitesse au fer rouge ou au scalpel avant de les couvrir d'onguents antiseptiques à base de cuivre ou de mercure. Pendant ce temps, ils faisaient transpirer le malade en l'enveloppant dans des couvertures et lui donnaient des stimulants à base d'épices ou de cannelle. On comprend mieux aujourd'hui le fort taux de mortalité de cette maladie à l'époque. Mais revenons à notre tableau et essayons de nous demander quel médecin oriental Gros a cherché à représenter sur cette toile. Il est peu probable qu'il s'agisse du médecin Mustapha Hadji,
un médecin turc de Constantinople rencontré à Jaffa et qui se prenait pour un digne héritier d'Abul Cassis, mais que Dégenette, qui partagea avec lui sa tante, semblait ne pas porter en haute estime. Ses instruments et ses emplâtres, écrit-il, dont il était très satisfait, appartenaient pour les classer dans l'histoire de l'art, tout au plus à la fin du XVIe siècle. Il peut par contre s'agir d'un médecin chrétien, évoqué cette fois avec bienveillance par ce même Dégenette, comme un homme du pays qui nous rend beaucoup de services, par cela seul qu'il ne redoute pas la maladie. C'est un chrétien très exercé dans ce genre et qui est aussi fataliste que les musulmans. Il fait les opérations ordonnées et les pansements nécessaires. Il est digne d'observation qu'après avoir ouvert les bubons ou enlevé des charbons, il essuyait légèrement ses bistouris et les plaçait entre son front, souvent couvert de sueur, et son turban, sans qu'il en soit résulté aucun inconvénient. Quittons ce groupe de droite pour celui situé à gauche de la composition. On y trouve un homme à l'air sombre, manifestement malade, peut-être pas de la peste mais plutôt de la lèpre, car ses jambes sont boursouflées et semblent en porter les stigmates. Cette maladie, toujours impressionnante, toucha en effet quelques militaires du corps expéditionnaire. Cet homme n'est par ailleurs pas sans rappeler un des damnés du jugement dernier de Michel-Ange. À côté de lui se trouve un autre malade, l'air aussi hagard, et un cadavre, symbole des ravages du fléau. Les deux hommes sont représentés sous forme de nus académiques, à la beauté idéalisée où les muscles sont bien visibles, tels des sculptures antiques, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les malades de la peste, comme nous le rappellent les victimes de l'épidémie de Marseille. Derrière notre possible lépreux se tient un homme habillé assez luxueusement à la manière orientale, qui distribue du pain, aidé par un serviteur qui porte un panier. Ce personnage fait peut-être allusion au renfort des Druzes, qui assurèrent tant bien que mal le ravitaillement des troupes françaises contre Djézar, leur ennemi commun. Derrière eux, deux noirs en livrée portent un brancard. Mais la partie la plus importante de l'œuvre est celle qui baigne dans la lumière au centre du tableau. Bonaparte occupe en effet l'espace de la composition à l'intersection des lignes dominantes. L'air serein et bienveillant du futur empereur, ceint d'une ceinture orientale, touche d'une main dégantée ce détail à son importance, l'aisselle d'un soldat debout à demi vêtu d'un drap qui lève le bras pour montrer son bubon. Le pantalon rouge a laissé penser, à certains historiens, qu'il s'agissait d'un marin, mais cela est peu probable lors de la campagne de Syrie, du moins à l'aller. Il s'agit vraisemblablement d'un simple drap ou d'un saroual, pantalon oriental. Bonaparte, sur ce tableau, est entouré de plusieurs personnages. Si le médecin en chef Dégenette est facilement reconnaissable, à ses côtés, les autres sont moins sûrement identifiés. L'officier ou rouflaquette qui se protège la bouche avec son mouchoir serait Bessières, que Gros aurait peint dans cette position peureuse pour se venger d'une insolence du militaire à son égard. Le second, en arrière-plan, serait Berthier, alors chef d'état-major du commandant en chef. Tandis qu'il regarde la lésion en clinicien, sur l'ébauche du musée de Chantilly, on remarque sur la toile définitive que Dégenette agit en épidémiologiste et semble chercher à écarter la main de Bonaparte pour lui éviter la contagion. Mais les mécanismes de cette contagion de la peste bubonique lui étaient bien sûr inconnus. Mais pour nous qui connaissons le rôle des rats, et surtout des puces, nous savons que toucher un bubon n'était donc pas particulièrement risqué, et que les autres acteurs de la scène couraient finalement autant de risques que Bonaparte. Dégenette nous donne néanmoins l'explication de ce geste. Après avoir essayé, sans affectation, de reconduire le général en chef vers la porte, je lui fis entendre qu'un plus long séjour devenait beaucoup plus qu'inutile. Cette attitude du médecin en chef semble en contradiction avec ses propres sentiments quant à la contagiosité de la peste que les médecins de l'époque croyaient venir des charniers. D'ailleurs, peu après la visite de l'hôpital de Jaffa, Bonaparte avait demandé à Dégenette de trouver un autre moyen d'améliorer le moral de ses troupes vis-à-vis de cette maladie. Ce fut l'épisode de l'inoculation de la peste, le 4 avril 1799, par le médecin en chef, dont on voit ici la représentation par Vafflard. Là aussi, Dégenette nous en donne l'explication. Ce fut pour rassurer les imaginations et le courage ébranlé de l'armée qu'au milieu de l'hôpital, je trempais une lancette dans le pus d'un bubon appartenant à un convalescent de la maladie au 1er degré, et que je me fis une légère piqûre dans l'aine et au voisinage de l'aisselle,
sans prendre d'autres précautions que celle de me laver avec de l'eau et du savon qui me furent offerts. J'eus pendant plus de 3 semaines 2 petits points d'inflammation correspondant aux 2 piqûres, et ils étaient encore très sensibles lorsqu'au retour d'Acre, je me baignais en présence d'une partie de l'armée dans la baie de Césarée. On remarque ici que Desgenette ne parle pas de peste. Comme lui, d'autres médecins de l'expédition qui écrivirent sur cette maladie parlaient de maladies régnantes, de maladies à bubons, de fièvre épidémique, de fièvre maligne ou de maladie des glandes. Le but était de ne pas apeurer les hommes. On sait de plus que Desgenette était un partisan convaincu de la variolisation, technique qui consistait à injecter une forme que l'on considérait atténuée de variole avant la découverte de la vaccination antivariolique par Jenner. D'ailleurs, de son propre aveu, Desgenette ne s'inocule pas le pus provenant d'un malade en état grave, mais d'un convalescent au 1er degré, comme on le faisait d'ailleurs pour la variole. Cette version de l'inoculation de la peste fut contestée par de nombreux acteurs, à commencer par Larrey, toujours prompt à s'opposer à son confrère, mais elle fit l'objet de nombreuses représentations, comme celle de Vafflard, nous avons vu, ou celle-ci. Ou comme cette toile de Soro, qui n'est pas sans rappeler nos pestiférés de Jaffa, avec ses arcades, son officier de santé dans l'ombre et la lumière sur le personnage principal. Ou bien encore cette fresque de Jean Coquet dans le hall d'entrée de l'hôpital Desgenette à Lyon, et peinte en 1946. Dans le cas où Desgenette se serait réellement inoculé du pus d'un convalescent, on peut penser qu'il réalisa la première vaccination de l'histoire en s'injectant une culture de bacilles atténuée ou tuée, car il ne fut pas malade ou très peu. Avec cette expérience inachevée, le médecin-chef passa à côté d'une découverte considérable qui l'aurait fait rentrer au panthéon de la médecine. Mais Desgenette n'était ni Jenner, qui découvrit la vaccination, ni Pasteur, et il se contentera d'un timbre. L'officier, que nous pensons être baissière, n'a néanmoins pas une attitude totalement infondée en se protégeant la bouche et le nez, puisque 12% des cas de peste bubonique peuvent évoluer en peste pulmonaire, avec cette fois un risque très élevé de contagion par les aérosols émis par la toux des malades. Notre tableau, donc, qui laissait pressentir l'orientalisme de Delacroix, admirateur de Gros, cherchait certes à mettre en valeur le courage incontestable de Bonaparte, mais nous allons voir que les motivations du commanditaire de l'œuvre étaient bien plus profondes. Ce tableau cherchait en effet à réfuter quelques accusations exploitées par la presse anglaise, qui ne le ménagea pas, relatives à sa campagne en Orient. Non pas tant le massacre de la population de Jaffa après la prise de la ville, ou celui de milliers de prisonniers que le général en chef estimait ne pas pouvoir garder et nourrir, que sa désertion et l'abandon de son armée pour rejoindre la France où l'attendait son destin. Soit dit en passant, cette fuite et le débarquement à Fréjus, sans respecter la quarantaine alors qu'il venait d'un pays d'endémie de peste, étaient totalement irresponsables et auraient dû plutôt le mener là que là. Mais surtout, le toucher de Bonaparte sur le tableau de Gros et sur l'imagerie d'Épinal, qui l'inspira, cherchait à montrer la compassion du général en chef pour ses propres hommes, après les soupçons d'empoisonnement par une forte dose d'opium envers une trentaine de pestiférés intransportables. Desgenette, auquel Bonaparte aurait demandé de fournir ce poison, aurait refusé d'obéir, rétorquant cette phrase devenue célèbre, notamment chez les médecins opposés à l'euthanasie: « Mon devoir à moi est de conserver la santé ». S'il est certain que ce premier ordre donné à Acre au médecin en chef ne fut pas exécuté, Bonaparte semble l'avoir renouvelé au moment de quitter Jaffa auprès du pharmacien Royer, et que l'opium aurait bien été distribué à quelques malheureux malades que les Turcs d'Al-Jazar, dit le boucher, n'auraient pas manqué de massacrer. Enfin, comme nous l'avons déjà évoqué, ce thème de la visite de l'hôpital des pestiférés de Jaffa, son traitement dans la composition, les couleurs et la lumière, servit surtout, en cette fin d'année 1804, à accréditer la légitimité des aspirations impériales de Bonaparte. Le geste du général touchant avec sérénité les pustules d'un malade renvoyait en effet au rituel du sacre quand le roi de France exerçait son pouvoir thaumaturgique sur le parvis de Notre-Dame de Reims en touchant les écrouelles. Voire encore plus fort que le roi, Gros représentait Bonaparte dans la position du Christ guérisseur, rien de moins. De plus, la posture du général peut également rappeler celle de l'Apollon du Belvédère,
que Bonaparte avait d'ailleurs rapporté quelques années auparavant d'Italie. Il est intéressant de noter qu'Apollon est le dieu qui donne les lois aux hommes, comme le fera Bonaparte, mais également le dieu qui provoque la peste avec ses flèches et qui peut aussi la faire cesser en tant que dieu de la médecine et père d'Esculape. Le tableau exposé au salon de 1804, soit quelques mois avant le sacre, prenait dès lors une autre dimension, celle d'une œuvre de pure propagande napoléonienne, au milieu de bien d'autres, contemporaines ou plus tardives, du coup d'État du 18 Brumaire à l'exil de Sainte-Hélène, du sacre de l'empereur à Paris, jusqu'à la mise en scène de sa mort pour la postérité, à laquelle Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, consacrera peut-être une prochaine vidéo.